Bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue sur le plateau de Brève Rencontre. Brève Rencontre, un entretien avec une personnalité locale, nationale, voire internationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Zeytoun, journaliste et écrivain. Donc une nouvelle corde à ton arc. Alors on va parler bien évidemment de ton ouvrage, mais on va revenir un petit peu sur le début de l'histoire. Tu es née en région parisienne? Oui, je suis née à Paris en fait. Ouais, c'est classique. Ouais. Tu as grandi l'île d'Adam, hein? Ouais, c'est dans le Val d'Oise, à 35 km de Paris, donc c'est un peu la campagne en fait. Et j'y retourne encore très souvent puisque j'ai mes parents qui y sont encore. Et ça me permet de profiter de la nature et de la verdure, puisque je vis à Paris plus par nécessité professionnelle. Mais dans l'absolu, j'aspire vraiment à quitter Paris pour aller près de l'eau et au soleil si possible. Quand tu vas continuer à écrire, tu seras forcément... Voilà, il faut que j'écrive plein de livres et qu'après je puisse vivre de ma plume près de l'eau, dans un havre de paix où on puisse se ressourcer. Alors une enfance classique, je veux dire, rien de... Oui. On va pas signaler d'histoire pas possible, on va pas refaire le monde une histoire pour créer quelque chose et le personnage de Stéphanie Zeytoun. Une sœur? Une sœur qui a 3 ans de plus. Ouais, 3 ans de plus. Donc c'était une complicité féminine à la maison, j'imagine? Oui, on s'entend. À part, il y a une tranche d'âge, je pense quand j'avais 7 ans et elle peut-être 10 ans, il y a des périodes en fait. Elle était, voilà, voilà. Mais sinon, elle m'a ouvert les portes, comme souvent les sœurs ou les frères aînés. Et on s'est toujours super bien entendu, quoi. Même encore aujourd'hui, on est restés très proches. Et donc elle a 2 filles, elle maintenant des jumelles. Donc je suis tata. Voilà. Alors donc justement, je pense qu'adolescente déjà, tu avais une idée peut-être de ce que tu voulais faire. Tu étais déjà une lectrice? J'ai toujours beaucoup lu, même petite, plutôt quelqu'un de solitaire et assez intérieur. Donc la lecture me permettait de voyager, de m'évader un peu du quotidien. Voilà. Et en fait, petite, je voulais être scénariste. Mais c'est quelque chose que j'ai rangé dans une case, en fait, que j'ai enfoui. J'imagine qu'un jour, ça peut peut-être ressortir aussi. Voilà. Au hasard des rencontres. Mais pendant pas mal d'années, après, ça a été mis de côté, et puis c'est ressurgi il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai qu'à la base, oui, c'était un métier qui m'attirait. Raconter des histoires, en fait, surtout ça. Ah ouais, quelqu'un qui raconte des histoires, qui aime raconter des histoires en fait. Ouais. Donc on va se méfier. Ouais. Période classique aussi, je dirais que c'est les premiers boulots. Les premiers boulots sont conduits dans les cabinets d'avocats, dans les cabinets d'affaires. Voilà. Ça c'était pour vivre. Exactement. Et puis l'envie de plus en plus pressante et de plus en plus grandissante de vivre de ta plume. Voilà, en fait, au départ, c'était vraiment l'envie de travailler en freelance, c'est-à-dire d'être indépendante, puisque c'est dans un trait de personnalité. Je suis quelqu'un, j'ai du mal à être dans l'assistanat, on va dire. J'ai vraiment besoin d'avoir les coups des franches et d'avoir une liberté d'action. Donc je savais que je voulais travailler pour moi, mais je ne savais pas quoi faire, sachant que j'avais toujours ce penchant pour l'écriture. Et en fait, ça a été une période de chômage qui a été mise à profit. Finalement, elle a été salutaire. Et pendant cette période-là, j'ai une amie qui était journaliste et écrivain, qui m'a dit, voilà, j'ai un ami qui est astrologue, il cherche une attachée de presse, est-ce que tu voudrais t'occuper de lui? Et puisque tu ne fais rien, à ce moment-là, pourquoi pas? Donc j'ai dit, bah oui, on va essayer, quoi. Et donc c'est une personne qui était en Martinique, mais qui, pendant pas mal d'années, a travaillé dans l'émission avec Christophe de Chavannes. Coucou, c'est nous, c'était un mage. Et donc on s'est dit, bah au départ, pour qu'il remette un pied dans la lumière et sur le devant de la scène, on va faire un livre. Et donc l'histoire a démarré comme ça. J'ai voulu faire l'astrologie 2007 puisqu'il est astrologue aussi, et j'ai démarché des éditeurs. Et donc en obtenant un rendez-vous chez Alphée, je parle de ce projet. Et là en fait je tombe sur une personne très ouverte avec une fibre humaniste assez développée. Et il me dit, moi je voudrais vraiment publier des romans plutôt initiatiques, des choses qui font évoluer l'humanité dans un sens positif. Et donc moi j'avais mon roman que j'avais écrit 6 ans auparavant, pour lequel je n'avais pas trouvé d'éditeur. Et je me suis dit, c'est une démarche que tu avais déjà entreprise à l'époque, tu avais déjà cherché un éditeur, mais personne... En vain. Je n'avais pas trouvé, donc j'avais renoncé en me disant, bon bah de toute façon je n'y arriverai pas, ça sert à rien, donc je travaille, et puis la vie... En fait les années passent, et donc c'était resté dans un placard. J'avais arrêté d'écrire parce que face à tous les refus que j'ai eus, je me suis dit, bon ben, ça vaut rien, donc c'est pas la peine de continuer. Et donc quand je lui ai parlé de mon manuscrit, il m'a dit, envoyez-le-moi, on va voir, et puis finalement ça l'a touché. Et c'est là qu'il m'a dit, bon bah ok, on fait, pour l'astrologie, on a fait un agenda astrologique. Et pour mon roman, il a dit, ok, je vous publie. Et donc ça a démarré comme ça. Alors 6 ans après, c'est quasiment ça. Tu l'as retouché pour l'éditer ou pas du tout? Oui, je l'ai retravaillé. Bon, ça n'a pas été, il n'y a pas eu énormément de retouches à faire finalement. Plus après, donc la relecture par l'éditeur, mais il n'y a pas eu grand-chose à changer. Donc ça c'est important. Alors on va voir forcément à l'écran la jaquette, c'est la première de ce roman. Alors on va peut-être revenir justement sur le bruissement de l'aile du papillon, un conte initiatique. Oui. Ouais, ça reste quelque chose
C'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé lire, moi. Ouais, on va Coelho, exactement, Le Petit Prince, ça c'est vraiment la référence. Jonathan Livingston, Le Goéland. En fait, toutes ces lectures qui permettent, qui délivrent des messages, et chaque lecteur va épuiser ce dont il a besoin au moment où il le lit. Donc en fait, si on prend ça au premier degré, ça peut être un simple conte qui fait voyager ou autre. Et puis en fait, si on creuse un petit peu en fonction de sa sensibilité, on peut y puiser en fait d'autres messages qui nous parlent et qui vont droit au cœur. Donc je dis toujours, moi j'ai plus une écriture, je me prétends pas à être quelqu'un qui fait de la littérature pour aller au Goncourt, c'est pas ça, c'est plus une écriture thérapeutique pour essayer de toucher les gens et de leur faire du bien. Tu as toi-même parlé d'une lecture thérapeutique, hein. Oui, tu t'en es servi aussi. Hein. Tout à fait. Je pense que en fait, quand on lit L'Alchimiste, par exemple, ou Le Petit Prince, c'est des lectures qui mettent du baume au cœur et qui font du bien, en fait. C'est vraiment positif pour l'âme. Dans sa légende personnelle. Exactement. De comprendre des choses, d'évoluer, le pourquoi des épreuves. C'est souvent justement par rapport aux épreuves de la vie, aux gens qui ont des parcours difficiles et qui parfois sont un peu dans le noir et dans le fond du gouffre. Et se dire que non, il y a toujours une lueur d'espoir. Et voilà, à partir des contes, on peut faire passer, en fait, il s'adresse vraiment à l'âme des gens et on retrouve son âme d'enfant quand on lit un conte. Et donc ça passe au-delà des filtres du mental, ça va droit au cœur et ça permet peut-être d'ouvrir des portes insoupçonnées ou de redonner de l'espoir. Alors une héroïne, Yael, tu peux nous en parler un petit peu de ce personnage? Oui, Yael, quand on la rencontre, c'est une jeune fille qui a 12 ans et qui est marquée par en fait le décès de son père qui meurt dans un accident d'avion. Donc première épreuve assez jeune et en fait tout le travail qu'elle va avoir à faire, ça va être par rapport à cette faille déjà de l'enfance, de continuer à avancer dans la vie et à s'en sortir par rapport à cette douleur. Donc en parallèle, elle a une mère qui tombe dans la dépression, donc c'est pareil, elle va devoir s'en sortir un peu toute seule par rapport à ça. Et donc l'idée, c'est de montrer comment, quand on est enfant, on a tous, je crois, un fardeau à porter sur les épaules qui va conditionner notre devenir en tant qu'adulte. Et si on n'arrive pas à se libérer de certaines choses, à faire le deuil, etc., ça continue à nous poursuivre et donc on vit des situations qui sont en fait des schémas qu'on reproduit de souffrance, de douleur, etc. Et donc là, Yael, elle a pour l'aider en fait un papillon que son père lui lègue, qui est en fait l'œuf d'un papillon magique qui s'appelle le papillon porte-bonheur. Et donc à travers toute son évolution, elle va devoir prendre soin de cet œuf que son père avait trouvé avant de décéder. Et donc il va y avoir une métaphore entre ce papillon en devenir qui passe de l'œuf à la chenille, à la chrysalide et qui prend son envol, et par rapport à son parcours à elle, c'est-à-dire qu'au départ, elle aussi, c'est un œuf, comme un enfant qui est en gestation. Ensuite, la chenille, elle commence un peu, c'est de l'adolescence, on n'est pas toujours très jolie, mais bon, on entre dans la vie un peu insouciant. Et ensuite, cette phase du cocon qui est très importante, qui, chez la jeune fille, est la phase de repli, justement, à cause de toutes ces épreuves, où il fait qu'à un moment donné, on risque vraiment de se fermer, de se couper du monde, parce qu'on en a marre de souffrir et de prendre des claques, et donc là, c'est un risque d'enfermement. Et donc après, il y a tout un dialogue imaginaire entre ce papillon et la jeune fille, qui lui va la guider et l'aider justement à ne pas sombrer dans l'enfermement et à s'ouvrir à la vie et à vraiment prendre son envol en même temps que lui, bien sûr. On t'a confié, toi, un papillon comme ça, où tu aurais aimé peut-être Oh, j'aurais bien aimé. Ouais. Mais en fait, le fait d'avoir une petite voix qui nous parle, moi, je me souviens petite, en fait, d'avoir eu l'impression d'avoir des dialogues imaginaires. Je pense qu'on le fait tous. Alors, il y en a, ça va être peut-être matérialisé par une peluche ou autre, mais on se parle tout seul. Son doudou. Moi, j'ai ce souvenir-là d'être dans mon lit et de me faire des dialogues toute seule, quoi. Et donc là, ça passe par un papillon, mais je pense qu'à partir du moment où on est intuitif, où on est à l'écoute, moi, j'aime bien, par exemple, si j'ai un doute ou autre, être attentif à, par exemple, je sais pas, vous avez besoin d'une réponse et tout d'un coup vous allez lire sur un panneau publicitaire une phrase qui elle vous percute, elle vous dit mais c'est ça, voilà, vous avez un problème et tout d'un coup ça vous donne la solution. Et bon, c'est un peu ce qui est repris dans L'Alchimiste, c'est vraiment savoir voir les signes et comme quoi on est guidé. Et que finalement même dans les moments les plus difficiles, dans les épreuves, quand on est dedans c'est dur à vivre, mais parfois a posteriori on se rend compte que cette épreuve n'était pas pour rien et que quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Donc le laps de temps est parfois un peu long, mais avec l'expérience, on se rend compte que finalement, toutes ces périodes qu'on passe, où c'est difficile, c'est pour nous amener vers quelque chose de meilleur. Et donc, voilà, dans les moments difficiles, on va puiser en soi des ressources qu'on ignorait, et ça va permettre de se dépasser. Donc, c'est vraiment un livre qui est positif. On en ressort, voilà, c'est un message d'espoir. Et moi, j'ai eu des témoignages de lecteurs, parce que j'ai mis mon mail à la fin, parce que j'aime bien savoir ce que les gens en ont pensé.
Et de gens, alors d'hommes, j'ai justement été surprise d'ailleurs, qui m'ont dit qu'ils ont pleuré en lisant le livre. Donc ça les a touchés, ça fait écho. Donc, justement, donc c'est un livre qui s'adresse, on va dire, de 7 à 77 ans. Exactement. Voilà. C'est vraiment, je crois, voilà, une question de sensibilité. Et, soit on rentre dedans, ou bon, on peut aussi passer complètement à côté, parce que les contes initiatiques, voilà, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais. Voilà. Je vais te tendre mon chapeau. Tu vas extraire, allez, tu vas tirer 3 cartes. J'en prends 3 ? Ouais. Voilà. Je peux les regarder ? Vas-y. Je lis les 3. Quelle est votre devise ? Carpe diem. Vive le moment présent. Et en fait, savoir profiter de chaque bon moment. À quel personnage de l'histoire auriez-vous voulu ressembler ? Bonne question. Personnage que tu as peut-être trouvé dans un ouvrage ou dans un livre que tu as lu. Ça me vient pas là immédiatement. Non, Stéphanie Zetoun me va très bien. J'aurais juste voulu être moi-même. Voilà, c'est déjà pas mal. Oui. Non, peut-être Émile Zola, un grand écrivain, tant qu'à faire. Autant prendre quelqu'un, oui. Victor Hugo, des gens qui ont marqué l'histoire. Que feriez-vous s'il ne vous restait que 24 heures à vivre ? Je pense que c'est ce qu'on dit beaucoup, ce qu'on dit souvent, c'est peut-être de dire aux gens qui sont autour de nous qu'on les aime. Et je crois que c'est souvent a posteriori, quand on les perd, qu'on se dit bah, si j'avais su, j'aurais dit, j'aurais parlé, j'aurais partagé davantage. Donc je pense que oui, ce serait plutôt ça. C'est de retrouver les valeurs essentielles. Je pense que le plus important dans la vie, c'est l'amour. C'est ce qui nous reste, hein, de toute manière. Alors donc, j'imagine qu'aujourd'hui, ça te donne des idées d'écriture. Tu as encore envie de poursuivre tout à fait. En fait, j'ai déjà écrit un second roman qui est encore au stade de manuscrit, donc il cherche sa maison d'adoption, comme je dis. Et le troisième est en route aussi. Voilà, donc ça, à suivre donc. À suivre. Si on souhaite en savoir un petit peu plus, peut-être une adresse mail, peut-être aujourd'hui c'est des outils de communication, un site internet. Oui, il y a le site myspace.com/vision du monde, vision au pluriel. Sinon, en tapant Stéphanie Zetoun sur Facebook, on va retrouver. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc le bruissement de l'aile du papillon, donc aux éditions Alphée. Stéphanie, merci. C'est moi. Et puis donc à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.